Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir donc sur ce plateau, premier plateau après une plénière riche. Donc sur un sujet qui est la présentation d'une entreprise qui s'appelle donc le groupe Isor, une entreprise humaniste et engagée. À mes côtés pour cette journée, donc j'ai oublié de me présenter, Maëlle Morvan, moi je travaille pour la Chambre de commerce. Je vais donc avoir la chance d'avoir Martine qui est donc en charge de ce beau groupe qu'est Isor, et puis Michael qui représente le fameux label Lucie. Voilà. Donc pour vous présenter tout d'abord un peu le groupe Isor, vous parlez voilà, de ce groupe qui a été qui est donc basé à Saint-Berthevin, qui représente à peu près 190 collaborateurs, qui a vraiment eu une vie à plusieurs étapes et qui a été notamment repris depuis 2004 par Martine et son mari, puisque les deux étaient à la tête de cette reprise d'entreprise, avec une entreprise qui a une vraie politique sociale, environnementale, à travers vraiment des actions concrètes. C'est ce que vous allez vraiment pouvoir voir au cours de l'échange, avec un siège social à énergie positive, une charte de la diversité, une triple certification qualité, dont un premier engagement actuellement sur Lucie, mais on pourra également finir par ces aspects-là. Et Martine, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, ou en tout cas ont entendu son nom si vous vous intéressez à la RSE, puisque Martine est une représentante vraiment majeure du territoire de Laval Agglomération et de la Mayenne dans ce sujet de la RSE, en ayant vraiment un impact et un engagement personnel et professionnel au quotidien. Mais pour vous parler de Martine, Martine a donc repris cette entreprise en 2004 avec son mari, et auparavant, elle n'était absolument pas dans ce domaine, puisqu'elle était dans un domaine qui, moi, personnellement, me réfracte un peu, c'était le contrôle de gestion. Donc, dans les chiffres, dans des choses qui ne semblent pas forcément tant que ça à valeur humaine, en tout cas, avec ces chiffres. Et puis, elle était également, pendant plusieurs années, présidente du directoire de Publi Hebdo, filiale de l'agence Ouest France. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de rentrer dans l'échange avec Martine, en lui demandant justement, Martine, après 20 ans de carrière, à la fois en contrôle de gestion et en présidente d'un groupe comme Publi Hebdo, faisant partie d'une filiale de Ouest France, reprendre cette entreprise qui était donc cette société Rebular, qui est donc travaillait dans tout ce qui était façade et bâtiment. C'était qu'est-ce qui a motivé pour vous ce changement et cette transition professionnelle? Merci pour la question directe. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être ici pour parler de la RSE et évoquer tout ce parcours. Oui, en 2004, changement de cap, comme pas mal de gens à la quarantaine. Et là, plusieurs options sont présentées pour moi. Et j'avoue avoir eu envie, avec mon mari, de créer une entreprise ou d'en reprendre une pour mettre en œuvre des actions, des orientations que j'avais pu voir dans le groupe Ouest France, auquel j'étais très attachée, c'est-à-dire des valeurs d'humanisme, et je voulais les mettre en œuvre dans mon petit périmètre. Donc c'est ça qui a motivé ce choix-là. Ensuite, choix du bâtiment, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mon mari est ingénieur génie civil, je pense que ça y a fait beaucoup. Nous étions deux, un sur la technique et moi plus particulièrement sur les autres aspects. Cette entreprise, et ceux qui sont de la région lavalloise le savent, était déjà une entreprise un peu phare, puisque très engagée sur le plan de la qualité et très engagée socialement, donc correspondait à nos valeurs. Et surtout, son domaine d'activité, c'était l'isolation par l'extérieur. En 2004, on en parlait très peu. Mais en ce qui me concerne, parce que je suis germaniste et que j'allais voir ce qui se passait en Allemagne, je savais, enfin en tout cas j'avais l'intuition que c'était une activité qui allait se développer en France. Et alors, vous avez expliqué que cette entreprise avait déjà des valeurs sociétales et de prise en compte, mais vous avez vraiment, dès le début, dès 2004, vraiment voulu mettre en œuvre des actions concrètes. Quel est pour vous le point de départ de cette démarche? Comment lancer, quelque part, quand on arrive dans une entreprise, ces sujets de valeur? Alors,
quand on arrive dans une entreprise, si on commence à parler de valeurs, c'est-à-dire de concepts, on perd pied. Donc c'était une entreprise de petite taille, 7 millions de chiffre d'affaires à l'époque, 30 salariés. Il s'est agi dans un premier temps de mettre des choses concrètes en place. Et ces choses concrètes, c'était aussi simple, maintenant avec le recul, qu'un plan de formation, une mutuelle largement financée par l'entreprise. À l'époque, on finançait 80% des frais de santé. Il s'agissait également de rénover l'esprit du système d'information. Donc là, on s'éloigne un peu de la RSE, mais qui dit RSE et développement durable dit pérennité de l'entreprise. Mais les points très importants, ça a été au départ le social, faire en sorte de former les collaborateurs et de leur assurer une protection santé. Deuxième point, c'était de mettre en œuvre des délégués du personnel. À l'époque, on disait encore délégués du personnel pour avoir un vrai dialogue social. Je crois que vous avez aussi, l'un des déclics a été sur la partie peut-être plus environnementale, une participation au premier Grenelle de l'environnement. Alors, quelques années plus tard, 2 ans plus tard, grâce à la FFB, il faut citer, grâce à la FFB 53, nous sommes allés, un certain nombre d'entre nous, en Finlande. Et là, nous avons vu ce que pourrait être le bâtiment de demain, ce qui était déjà tout à fait d'actualité en Finlande. Donc nous avons vu des bâtiments à énergie positive, nous avons vu des bâtiments très isolés, nous avons vu des choses extrêmement sobres, des jardins partagés, des choses qui étaient encore très très éloignées de la pratique française. Et en revenant de ce séjour, nous qui voulions mettre en œuvre un siège social représentatif de notre activité, notre développement, eh bien, nous sommes allés voir notre architecte. On a arrêté les plans. Ils nous avaient fait des beaux plans tout en cercle, très très, comme à l'époque. On voulait montrer tout ce qu'on savait faire. On a dit non. Sobre sur le plan architectural pour être sobre sur le plan énergétique. C'est-à-dire, en gros, des parallélépipèdes, mais ce que nous n'avons pas mis dans le coût de la construction brute, nous l'avons mis dans l'isolation. Donc ça, c'était effectivement en 2006. Et en 2000, ce qui paraît aujourd'hui dans les mœurs, mais en 2006, c'était juste le reflet de ce que nous avions appris en Finlande. Et un peu plus récemment, dans un autre voyage, après San Francisco, ça vous a permis aussi, là toujours une fois de plus, le voyage par l'exemple permet d'apprendre des choses et de les mettre en œuvre sur le territoire. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors là, c'était effectivement, c'est beaucoup plus récent. Là, je salue la région Pays de la Loire, puisque c'est grâce à la région Pays de la Loire que j'ai pu faire cette Learning Expedition à San Francisco sur le thème de l'innovation, donc thème qui est important dans les entreprises. On avait déjà beaucoup grandi à l'époque, on était plus d'une centaine de collaborateurs et se posait la question de l'innovation dans le bâtiment, l'innovation numérique, etc. À San Francisco, nous avons vu des usines à start-up, énormément de choses. Ça ne m'a pas vraiment convaincue, en tout cas pour moi. Et le dernier jour, nous avons rencontré cette entreprise spécialisée dans la gestion des déchets. Et là, il y a eu une sorte de révélation ou de concrétisation de ce qui était au profond. C'est vraiment l'environnement qui était notre raison d'être dans le groupe ISOR. Et donc, je suis revenue et j'ai fait mon retour de voyage auprès des collaborateurs. Et je leur ai dit, bon, le numérique, bon, peut-être pour d'autres, certainement pour d'autres, incontournable. On était à la fin de notre transition numérique. Mais en revanche, la transition écologique, c'est ça ce qu'il faut réaffirmer dans le groupe. Et vous avez été accompagné pour mener en œuvre cette politique et cette stratégie de RSE ? Alors la RSE, c'est un nom, c'est un label qu'on donne aujourd'hui sur une politique ou une posture qui est, comme vous l'avez vu, date depuis près de 20 ans. On a été accompagné il y a quelques années par Tenaxia, lorsqu'on s'est fait certifier aux AS 18001, c'est-à-dire sur la sécurité et la santé au travail. Et aujourd'hui, demain,
on sera accompagné, on commence à être accompagné par Lucie pour notre labellisation, que j'espère obtenir fin d'année, si tout va bien. Si je le mérite. Mais il n'y a pas que ça. Non. En préparant l'entretien, c'est vrai que, et même lors de cet échange, vous nous parlez vraiment de la notion des valeurs humanistes qui tournent autour de votre démarche et qui étaient vraiment fondamentales pour guider ce projet. Cela se traduit comment au quotidien dans votre stratégie et vos actions? Alors ça, c'est une question vraiment très, très, très vaste. Mettre les collaborateurs au centre de nos décisions et le client au centre de nos décisions. Donc voilà, ça c'est quelque chose de fort, là aussi depuis des années. D'ailleurs, on appelle toujours les collaborateurs pour nous les clients internes. Voilà, donc on se doit de les avoir avec nous dans la stratégie. Comment ça se traduit? Ça se traduit par depuis quelque temps, beaucoup de travail en collaboratif sur les projets. Donc nous avons lancé, par exemple, il y a un an de ça, une grande transition, la transition écologique et environnementale de notre groupe, la T2E, comme on dit aujourd'hui. Et à ce stade, il y a 25% des collaborateurs, des 130 collaborateurs, qui participent à des groupes de travail. Alors évidemment, comme nous avons des chantiers dans tout le grand quart nord-ouest de la France, ça implique beaucoup de visio pour limiter justement les déplacements. Mais aujourd'hui, on a 25% des gens qui, de manière volontaire, se sont inscrits dans cette démarche. Alors certains travaillent sur la formation, c'est-à-dire la formation continue qu'il faut donner aux collaborateurs, y compris les collaborateurs terrain, pour mettre en œuvre la T2E. D'autres vont travailler plus spécifiquement sur l'approche client, d'autres encore sur les KPI, les indicateurs. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons 7 groupes de travail qui travaillent sur la T2E. Voilà une manière d'impliquer. Est-ce que c'est humaniste ? Oui, c'est juste de dire que une entreprise est faite avec des hommes et des hommes et des femmes. et bien évidemment, c'est eux qui sont à l'origine de l'impulsion qu'on l'on donne à un groupe, à une entreprise. Merci Martine. Petit sujet, juste avant que je vous repose la prochaine question. Vous voyez un petit numéro en haut à droite. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à mes questions ou aux interventions de Martine ou de Michael, à envoyer un petit SMS et je me ferai plaisir d'en faire un relais à la fin de la séance. Voilà, petit aparté. Donc oui, les valeurs humanistes, mais Martine, moi qui travaille sur le territoire, je vous vois quand même présente finalement partout, ou en tout cas le plus souvent possible présente pour échanger, parler, être vraiment d'une façon vraiment, et je vous en félicite, humble, ouverte et disponible. Il est donc selon vous important, et si on pouvait donner un petit conseil aux personnes présentes ici, de participer dans les réseaux, comment on participe, lesquels, comment faire ses choix. Voilà, c'est un sujet peut-être important également. Tout à fait. Alors, ça me semble essentiel, l'ouverture sur les autres et sur l'écosystème de proximité. C'est d'ailleurs déjà tout ce que nous avons en proximité. D'ailleurs, vous voyez, déclic numéro 1, la FFB 53 qui nous avait emmenés, certes en Finlande. Deuxième déclic avec la région Pays de la Loire. Et il y a beaucoup d'autres déclics, en tout cas pour notre part. Moi, j'incite mes collaborateurs à faire partie de nombreux réseaux. Novabuild, donc Novabuild qui, comme vous le savez, donc dans le monde de l'éco-construction est très très en pointe. Je pense que c'est le premier de France. C'est un cluster qui est à Nantes. Fait partie, par exemple, des lieux où on se ressource. Et plus près de nous, à Laval, donc nous avons énormément de ressources. Donc, pour ma part, nous puisons dans la Mayenne durable, nous puisons dans la SCCI, nous puisons, bien sûr, je me répète, sur la FFB. Et j'interviens, mais là, c'est plutôt pour être quelquefois en appui avec Laval Économie, mais qui nous apporte aussi beaucoup d'enseignements, notamment en matière RH. Donc, une entreprise aujourd'hui, elle ne peut pas être seule. Et d'ailleurs, dans la RSE, on parle beaucoup des parties prenantes. Donc, on a les parties prenantes évidentes que sont celles
Donc on va citer en premier, c'est-à-dire les clients et les collaborateurs, les fournisseurs, puis après il y a l'écosystème. Et sans un écosystème très en pointe, eh bien une entreprise ne peut pas se développer. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que j'apprécie beaucoup qu'il y ait Social Change ici aujourd'hui, parce que cela donne à réfléchir, à penser, ça alimente, ça nous nourrit. On ne peut pas tout seul. Quand on est à la tête d'une entreprise, même avec ses collaborateurs, à un moment, on a besoin de terreau, on a besoin d'engrais, on a besoin d'être alimenté pour progresser. Et c'est pas trop chronophage tout ça dans votre rôle déjà de chef d'entreprise? Il faut être organisé. Si, ça l'est. Maintenant, comme tout, hein, donc, dès qu'on parle de temps, on doit parler de priorité. Si on juge que c'est important, voire vital, eh bien, on trouve le temps. Merci Martine. Et puis on peut parler, il y a bien sûr le local, mais il y a aussi le national. Je sais que par exemple samedi, vous allez participer au Grand Défi. Oui. Vous êtes vraiment dans cette démarche depuis 2021, donc je pense que c'est aussi important de donner de sa contribution à une réflexion plus importante. Donc là, on a vraiment parlé d'élan, de dynamisme, de dynamisme positive. Pour vous, est-ce que malgré tout, il y a des difficultés pour arriver d'un point A à un point B? Je suppose que ce n'est pas si simple que ça. Est-ce que vous pouvez un peu justement, parce qu'il ne faut pas montrer que l'image idéale d'une RSE, monde des bisounours, mais comment on avance et comment on progresse et quelles difficultés on peut rencontrer sur son chemin? Alors déjà, nous ne sommes pas au bout de la RSE. D'ailleurs, j'aime pas trop ce terme, moi, puisque c'est plutôt un élan, comme vous disiez, un chemin. Donc, en aucun cas, nous ne sommes arrivés au bout et on a beaucoup de progrès encore à faire. On en aura toujours. Après, on pourrait être tenté de penser qu'on fait des progrès par cliquet. C'est-à-dire, j'ai fait un pas, j'ai fait un deuxième pas. Il arrive sur certains sujets qu'on régresse. Donc effectivement, ça nous est arrivé, ça nous arrive encore sur certains points, puisqu'il y a énormément de sujets. Hein. Donc on a 7 points principaux et à l'intérieur des plans d'action. Donc sur certains points, même majeurs, on peut régresser. Dans notre cas, il y a quelques années, on était très très fiers d'avoir un comité de direction quasi mixte, avec parité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pas faute de le vouloir, simplement, quelquefois, les choses ne se font pas comme nous souhaitons. Plus d'hommes ou plus de femmes? Il y a plus d'hommes, oui, il y a plus d'hommes, mais bon, c'est bien quand même, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'on était très très fiers d'avoir obtenu par différentes promotions ce résultat. Aujourd'hui, on sait qu'on doit travailler sur ce sujet. On doit aussi, et c'est un point important, faire très attention lorsqu'on recrute, à ce que les nouveaux embauchés partagent ces valeurs. Alors c'est vrai qu'on a tous du mal à recruter. Alors quelquefois, dès qu'on a quelqu'un qui correspond, voilà, on y va. Simplement, si les compétences, on peut les hausser, les valeurs, c'est quelquefois difficile. Et quand, comme nous, on a mis la RSE maintenant au cœur de notre stratégie, il faut que ces valeurs soient partagées. Donc on a pu connaître aussi quelques écueils de ce côté-là. Je sais qu'un mot qui est souvent revenu dans notre échange, c'est le mot d'équilibre. Finalement, il faut trouver, la RSE, c'est aussi l'équilibre que l'on peut avoir entre différents sujets. Pour parler justement un peu sémantique, vous avez souvent parlé de l'importance des valeurs et des fondamentaux. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus sur ces deux mots qui peuvent pour certains sembler un peu barbares peut-être? Alors je ne vais pas prétendre faire un cours là-dessus parce que nous, c'est la manière dont nous les utilisons en interne. Alors déjà, nous avons un projet d'entreprise, nous sommes à notre troisième projet d'entreprise qui affiche clairement aujourd'hui, on va dire 3 piliers de développement. Et dans ces 3 piliers de développement, il y a l'environnement, l'excellence et l'équilibre. Voilà. Et donc, ça forge en fait toute notre action. Et autour de ça, nous challengeons. À chaque décision, est-ce que cela répond
à nos exigences et à nos fondamentaux. Merci Martine. Je crois que quand on a parlé des difficultés, mais je pense qu'il y a aussi quand même des bénéfices importants, et vous en avez cité quelques-uns. Mais est-ce que vous pourriez faire un petit focus sur un ou deux bénéfices vraiment majeurs dans cette démarche? Alors, c'est une démarche, donc peut-être il faut rappeler, qui est vraiment à 360 degrés, hein, donc parce qu'on l'a pas forcément défini, ça touche bien sûr la relation avec les collaborateurs, la relation de confiance avec les clients, ça touche notre position vis-à-vis de l'environnement, extrêmement important pour nous, parce que c'est à la fois notre ADN, ce que nous vendons à nos clients, mais c'est la manière aussi dont nous menons nos propres chantiers. Cela touche la légalité, puisque nous nous engageons à être conformes sur tous les points. Donc, je ne me souviens jamais des 7 points, et notre expert pourra peut-être en dire plus, mais je veux dire que ça touche tous les points de l'entreprise, dont la pérennité de l'entreprise. Donc, quand on est dans cette démarche-là, la première chose, pour pouvoir se revendiquer de la responsabilité sociale des entreprises, il faut avant tout s'assurer d'être pérenne, c'est-à-dire d'être rentable. Donc, toute cette démarche-là vise à être rentable sans... moi, j'ai coutume de dire être rentable sans être égoïste, c'est-à-dire sans impacter le futur ou sans avoir d'effets néfastes autour de nous. La première chose sur laquelle je peux dire qu'on a vraiment on va dire une réussite, c'est aujourd'hui un turnover stabilisé. Alors, c'est le sujet, hein, actuellement, on ne parle quasiment entre chefs d'entreprise que de ça, difficultés de recrutement, grandes démissions, etc. Bon, c'est un vrai sujet. Dans notre secteur du bâtiment, peut-être encore plus. Dans des zones où il y a le plein emploi, encore plus. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui peut faire la différence? Donc, nous, on a considéré que la RSE, mais une vraie RSE honnête, avec du partage de résultats, avec de l'information, eh bien, pouvait être un atout pour nous. Aujourd'hui, enfin, depuis 2 ans et demi, nous avons des succès sur ce plan-là. Et on peut dire aussi quelques réussites de gens qui sont venus spécialement pour cette démarche. Je croise les doigts là aussi, hein. Il n'y a rien de magique. C'est la technique des petits pas. Hein, comme on le disait, malgré tout, il faut avancer pas à pas pour aller vers un chemin meilleur. Ouais. Alors, pour peut-être notamment une dernière question, hein, aujourd'hui, vous êtes par ailleurs en train de finalement, grâce à cette démarche, de transformer votre offre et votre modèle économique. Vous pouvez peut-être un petit peu préciser comme mot de conclusion quelque part de cette présentation sur « Et demain ». Alors, et demain, nous avons axé momentanément nos efforts de la RSE sur la transition écologique. Donc, je le répète, la transition écologique n'est pas synonyme de RSE. Hein, donc, mais depuis donc un an, nous travaillons, notamment avec la BPI, sur la décarbonation de notre activité, de notre offre. Alors ça, là, c'est un long chemin. Et là, nous trouvons un intérêt en termes commerciaux, puisqu'il s'agit de se positionner sur les marchés de demain, mais aussi un intérêt vis-à-vis des collaborateurs qui trouvent du sens. Le sens, bon, on le sait, c'est extrêmement important, mais le sens est donné pour nous par cette transition écologique où on dit, voilà, nous croyons que le monde du bâtiment peut être un médicament, entre guillemets, à la santé humaine et à la santé de l'environnement. Et nous, notre mission, c'est d'y participer par les travaux d'enveloppe du bâtiment. Donc, une fois que l'on a dit ça, comment on avance tous ensemble. Et aujourd'hui, on travaille à cette mutation. Je crois que justement, sur cette mutation, vous avez aussi quelque part vous imposé aux autres également de quelque chose. Et notamment, vous avez mis en place une charte d'exigence vis-à-vis des fournisseurs. Alors, les fournisseurs font partie
des parties prenantes. Quand on fait les bilans carbone, donc pour ceux qui l'ont fait, ça veut bien, hein, scope 1, scope 2, ça va, là, on sait comment faire, encore que, mais en tout cas, on a la maîtrise puisqu'il s'agit de notre propre consommation d'énergie ou des choses que l'on peut maîtriser. Et le gros, c'est le scope 3, c'est ce qui dépend des fournisseurs. Et dans notre cas, 95% de nos émissions, c'est le scope 3, c'est-à-dire ce n'est pas nous, c'est ce que nous utilisons comme matériaux, comme matériel pour fonctionner. Donc ça, c'est la partie environnementale. Et une fois qu'on s'est dit ça, on dit, mais même sur les droits humains, est-ce que nos fournisseurs respectent bien les droits humains? Est-ce qu'on peut se prétendre respecter les droits humains si on ne va pas les interroger sur où ils se fournissent, où ils fabriquent les vis, etc. Donc, oui, nous sommes en cours de travail avec nos fournisseurs, mais on n'essaie pas de le faire de manière frontale, hein, surtout dans la période de pénurie. On essaie de le faire de manière partenariale. Merci Martine. Mais je pense qu'on a compris, en tout cas par cet échange, qui même s'il était bref, je pense qu'il était intense. Ça nous a vraiment permis de voir que la RSE pouvait être un puissant levier de performance et de transformation d'une entreprise. Donc, merci beaucoup à vous. Et je vais passer la parole à notre expert du moment, donc Michael, qui représente l'agence Lucie et qui va nous parler pendant une dizaine de minutes de qu'est-ce que Lucie et qu'est-ce qu'une labellisation RSE. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très content d'être à ce premier Social Change Laval, hein, très fier aujourd'hui. Et puis voilà, de témoigner aux côtés de Martine pour le groupe Isor qui vient de s'engager effectivement dans la labellisation Lucie. Voilà, je suis très heureux de pouvoir aider et contribuer à ce témoignage. Alors déjà, moi, je voudrais réagir un petit peu sur tout ce que vous avez dit, Martine. Déjà, moi, j'aime bien l'intitulé en fait du témoignage, hein, entreprise humaniste et engagée, parce que là, on retrouve vraiment bien les valeurs de l'agence Lucie et de la communauté Lucie. Hein. C'est vraiment ce qui nous rassemble, c'est un engagement vrai et sincère pour mener ces activités de la façon la plus responsable possible. C'est ça qui nous rassemble, et ça s'inscrit vraiment très bien dans cet esprit-là. Alors les deux points que moi je voudrais souligner, c'est premièrement rapporter ce que vous avez dit à moi, ce que j'appelle des facteurs clés de succès pour une démarche RSE bien réussie. Voilà, après voilà, c'est pas quelque chose d'établi, hein, c'est quelque chose qu'on a constaté. Nous, pour qu'une démarche RSE fonctionne bien, il faut avoir la volonté et le soutien de la direction. Donc ça, on l'a vraiment, c'est vraiment ancré, c'est vraiment ce qui constitue les fondamentaux, on va dire, du groupe Isor. Vous l'avez très bien expliqué. Il faut avoir l'engagement des collaborateurs. Et ça, c'est pas évident de pouvoir embarquer ses collaborateurs. Et vous l'avez souligné, c'est pas évident. Ça se fait c'est un travail de longue haleine qui est continu, qui ne s'arrête jamais. Mais en tout cas, avec ce que vous avez réussi, avec les groupes de travail que vous avez constitués, vous avez déjà bien une belle réussite à ce niveau-là. Il faut être sincère sur les valeurs et l'engagement. Bon, ça rapporte ce que je disais en introduction. Et j'aime beaucoup votre approche de dire, voilà, on met vraiment les clients, les collaborateurs et les clients au centre. Et j'aime bien cette notion de client interne. Voilà, ça c'est quelque chose que j'avais peu entendu jusqu'à présent, et c'est une très belle notion, mais ça dénote vraiment de la sincérité de l'engagement, d'une démarche vraie, ce qu'on retrouve pas si couramment que ça en fait dans les entreprises. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de ne pas faire les choses à moitié. Si on veut qu'une démarche RSE soit un succès, il faut faire les choses à fond. Alors, les choses à fond, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire tout de suite, hein, c'est un travail de long terme. Mais en tout cas, si on est convaincu par les RSE, il faut aller le plus loin possible. Et là, vous êtes sur un chemin que vous menez et vous allez toujours plus loin dans le chemin. Donc ça contribue, je pense, à cette réussite de votre démarche RSE. Et il faut aussi ne pas faire les choses tout seul dans son coin, parce qu'on peut très bien se dire, voilà, moi je vais faire ma démarche RSE, mais il faut pouvoir impliquer ces parties prenantes, il faut pouvoir participer à des réseaux, et tout ça vous le faites, et vous le faites bien, et vous cherchez toujours à en apprendre plus, à découvrir, et ça je pense que ça contribue aussi à vous faire avancer sur le chemin, et puis d'autant plus qu'en ayant rejoint la démarche de labellisation Lucie, vous rejoignez aussi un nouveau réseau, celui de la communauté Lucie, et c'est
l'occasion justement à l'intérieur de cette communauté de partager un maximum de choses, puisque l'idée de la communauté Lucie, c'est de pouvoir faire des ateliers de réflexion, d'intelligence collective, pour partager les idées, les retours d'expérience, les bonnes pratiques, et entre gens bienveillants, dans la bonne humeur, et où on s'entraide. Et donc ça contribue aussi à avancer. Voilà, et donc c'est important de continuellement s'inspirer. Et puis, après, c'est pas une obligation. Chacun mène sa démarche comme il le souhaite. Il n'y a pas qu'une seule approche. Nous, notre approche, c'est par la labellisation, mais c'est une approche RSE parmi d'autres. Mais en tout cas, les entreprises qui nous contactent font déjà toutes de la RSE, parfois sans en être vraiment conscientes, parce que ça fait partie de leurs valeurs, ce sont des choses qu'elles font naturellement. C'est avant tout du bon sens. Mais elles arrivent à un stade où elles ont besoin de s'organiser, de structurer la démarche. Et c'est là où nous, on peut vraiment apporter une aide, parce que il y a le label Lucie, effectivement, qu'on peut viser pour pouvoir communiquer, vraiment faire ressortir tout ce qu'on fait en termes de RSE. Mais c'est aussi une méthodologie, une aide pour avancer, pour bien construire et structurer sa démarche. Donc ça donne un cadre. Et après, ça laisse quand même à l'intérieur de ce cadre beaucoup de liberté pour avancer comme on le souhaite et mener les actions qui correspondent à chacun, en fait. Voilà, donc la première chose, c'était de pouvoir faire le lien avec les facteurs clés de succès d'une démarche RSE. Et puis la deuxième, c'était vraiment de faire ressortir certains points marquants que je trouve vraiment intéressants à souligner. Le premier, c'est le niveau d'ambition de vos actions dès 2004, dès que vous avez repris la société. Parce qu'à l'époque, en 2004, quand vous parliez d'une entreprise engagée en RSE, c'était un petit peu un extraterrestre. Enfin, il y avait très peu d'entreprises qui étaient vraiment engagées à ce niveau-là. Et donc, tout ce que vous avez mis en place, qui a été cité, le bâtiment à énergie positive, qui je crois d'ailleurs était un des premiers en Pays de la Loire. Donc ça, c'est vraiment à saluer. Enfin, c'est un signal vraiment très fort, ça, du niveau d'engagement et de la sincérité, encore une fois, j'insiste là-dessus, de la démarche. Et en plus, vous avez été, je crois, lauréat des trophées régionaux Pays de la Loire en 2014, qui était déjà une première preuve de reconnaissance. Donc on espère qu'on pourra nous être ce trophée permanent, on va dire, avec la labellisation Lucie. Ensuite, il y a les valeurs, effectivement, ça j'en ai parlé, des valeurs vraies, engagées de façon sincère. La raison d'être, qui ressort à travers tout ça, qui a été formulée sur le fait de proposer à vos clients des prestations socialement justes et écologiquement efficaces, parce que voilà, c'est une raison d'être qui est assez synthétique, mais qui exprime bien vos objectifs et qui se traduit en action par tout ce que vous faites. Et puis il y a l'approche continue, le fait de toujours apprendre, parce qu'en fait on n'a jamais terminé. Comme je disais tout à l'heure, c'est un chemin on avance sur ce chemin de façon continue. Et puis le fait d'avoir intégré votre démarche RSE à votre offre de service, ça c'est aussi une preuve très nette du niveau d'avancée, de votre niveau de maturité sur le sujet, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez peu, et surtout quand le fait de retrouver les aspects RSE dans l'offre de produits ou de services, c'est un gage de performance également. Et ça, c'est le dernier point, c'est que ça fait plaisir d'entendre aussi que vous avez des succès au niveau économique de par votre démarche RSE, parce que c'est souvent la question qu'on pose. Voilà, la RSE, on sait à peu près combien ça coûte. Maintenant, voilà, qu'est-ce que ça rapporte? C'est souvent la question. Alors la RSE, il ne faut pas en attendre un ROI rapide, parce qu'on n'est pas sur un système où on va obtenir des résultats forcément à très court terme. On est plus sur du moyen et long terme. Mais en tout cas, vous avez déjà des résultats à ce niveau-là, et donc c'est très intéressant. Et en fait, la RSE n'est pas un gage de performance économique de par elle-même. C'est une RSE bien menée, en fait, qui va produire des effets sur la rentabilité de l'entreprise. Et c'est pas si évident que ça de mener une démarche RSE de façon efficace. Mais en tout cas, voilà, quand on a une démarche RSE efficace, vous en parliez par exemple avec l'exemple des collaborateurs et des nouveaux talents que vous attirez, on comprend assez facilement que si des gens se sentent bien dans l'entreprise, ils sont contents de se lever le matin pour aller travailler, forcément il va y avoir moins de turnover,
d'absentéisme, etc. Et tout ça, ça contribue à la rentabilité, ça peut se transformer en euros. Donc aujourd'hui, moi je suis très content que vous poursuiviez le chemin avec Lucie et qu'on puisse vous accompagner dans ce chemin vers la labellisation. Donc on pourra en dire un petit mot s'il y a des questions là-dessus sur le fonctionnement du label. Mais en tout cas, bon chemin vers la labellisation. Moi je suis très très confiant, je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Mais en tout cas, déjà un très très grand bravo pour tout ce que vous faites. Et je pense que vous avez eu droit aujourd'hui à un beau témoignage, une belle inspiration pour vos actions voilà, et mettre en place des choses chez vous. Merci Mickaël. On va passer aux questions. Alors, j'attends que mon témoin dans la salle m'envoie une petite liste de vos questions. Et avant cela, je vais peut-être moi lancer le débat. Parce que Mickaël, vous me dites, on sait combien ça coûte. Mais moi, je trouve qu'on sait. Comment on sait combien ça coûte de faire une démarche RSE? Martine, combien ça coûte? Il y a des choses qui sont évidentes et puis d'autres moins. Voilà, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question entièrement parce que objectivement, on ne calcule pas combien coûte la démarche. En revanche, je sais combien coûte la labellisation. Ça en fait partie. Ça en fait partie, mais c'est assez réducteur. Donc, je ne sais pas si je peux dire le montant. Pas de problème. Donc, ça coûte 20 000 euros sur 3 ans. Donc, effectivement, lorsqu'on s'engage dans cette labellisation, ça, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Il y a aussi tous les groupes de travail qui se mobilisent tout ce temps-là. Donc, cela veut dire que c'est un investissement important. Donc, moi, je considère que effectivement, c'est un investissement et ce n'est pas un coût. Je sais que c'est un parti pris. C'est un parti pris parce qu'on a, comme je l'ai indiqué, mis la RSE au sein de notre stratégie. C'est un des 3 piliers stratégiques. Et donc, on attend quelque chose. On attend une pérennité de l'entreprise, clairement, et on attend un axe favorable pour avoir des marchés dans l'avenir, parce que je pense que certains marchés seront dévolus à des entreprises qui seront en capacité de montrer leur positionnement RSE. Nous sommes aussi un fournisseur. Si nous sommes exigeants vis-à-vis de nos fournisseurs, un jour nos clients seront exigeants vis-à-vis de nous. Donc il faut se préparer là-dessus. Et puis, dernier point, nous attendons de cette démarche un attrait supplémentaire vis-à-vis des collaborateurs. Et ça prend combien de temps une labellisation Lucie, Mickaël? En moyenne, je suppose qu'il n'y a pas un modèle unique, mais voilà, qu'on puisse comprendre un petit peu mieux du point A au point B, ça met combien de temps? Effectivement, c'est très variable d'une structure à l'autre et puis du niveau de maturité déjà quand l'entreprise ou l'organisation, parce que c'est ouvert à tout type d'organisation. On a aussi des associations, des collectivités, des écoles qui sont labellisées. En moyenne, il faut compter à peu près une petite année, entre 8 et 12 mois. Ça peut être plus, il y a des entreprises qui prennent un peu plus de temps, mais généralement, il faut compter une petite année, parce qu'en fait, nous, on s'attache vraiment à ce que l'entreprise s'approprie la démarche. Donc il y a d'abord une phase préparatoire avec une formation, où on donne vraiment tous les outils, toute la matière nécessaire pour que l'entreprise puisse prendre en main sa démarche et utiliser le référentiel. Après, il y a un travail d'auto-évaluation pour vraiment s'auto-diagnostiquer en profondeur sur tous les sujets du référentiel, où, comme vous le disiez, on retrouve tout le fonctionnement global de l'entreprise. Ce qui permet de se préparer à un audit sur site, qui est la seule façon de voir vraiment ce qui se passe sur site dans l'entreprise, où en fait il y a un échantillon représentatif de l'organigramme qui est interviewé, donc des gens à tout niveau, de la direction, des managers, des collaborateurs, des gens sur les chantiers. Tout ce monde-là est interviewé pour se rendre compte au réel du niveau de maîtrise et des actions sur tous les sujets. Et puis après, on regarde tous les leviers de progrès qu'il y a à exploiter. Et là, on demande un plan d'engagement de progrès. On demande des engagements réels avec des échéances. Et ça passe devant un comité de labellisation qui est indépendant, de façon à ce que nous, on ne soit pas jugés partis. Et puis, donc le label, s'il est attribué, est valide 3 ans. Et à mi-parcours, il y a une vérification de la mise en œuvre des engagements. Et si les engagements ne sont pas mis en œuvre, il y a un risque de retrait du label, ce qui donne toute la crédibilité à la démarche. Merci, Mickaël. Et peut-être pour conclure notre table ronde autour de Isor, j'aurais une petite question, Martine, puisqu'on est à Premier Social Change Laval. Si on avait 3 conseils à donner à nos chefs d'entreprise, aux collaborateurs des entreprises qui sont venus aujourd'hui nous écouter,
pour mettre en œuvre une démarche de ce type, ce serait quoi? 3. Bon, alors déjà, je ne vais pas donner de conseils. Je vais plutôt donner des pistes parce que je ne m'estime pas en droit de donner des conseils. Aux chefs d'entreprise, tout d'abord, je leur dirais une intuition qui est recoupée par certains contacts que je peux avoir depuis quelques années, c'est que une démarche RSE bien travaillée, ça donne de la valeur à l'entreprise parce que ça assure une pérennité sur le long terme. Voilà, donc ça, c'est peut-être quand même me semble-t-il, un attrait. Deuxièmement, la RSE, ça peut être envisagé comme quelque chose d'un peu cosmétique. Et je veux dire, c'est ça qu'il ne faut pas faire, parce que dans ce cas-là, ça va coûter et ça ne va rien rapporter. Donc la RSE, si on s'y engage, c'est parce qu'on y croit et on croit que c'est un atout pour l'entreprise. Et donc, il faut en faire un atout stratégique. Alors ça, c'est vraiment ma conviction très profonde, d'autant qu'elle est issue d'une démarche. Au départ, chez nous, ce n'était pas cosmétique, mais c'était un petit peu en dehors. On avait le business et il y avait le système de valeurs qui était très porté par la direction. Et petit à petit, eh bien, il y a eu ces deux orientations se sont réunies. Et aujourd'hui, peut-être parce qu'on est plus mûr et parce que la société aussi devant nous a besoin de cela, on en a fait vraiment un atout stratégique. Le troisième point, c'est que on a besoin, mais vous l'avez déjà dit, mais je peux en témoigner, on a besoin d'une direction très impliquée, mais de collaborateurs très impliqués. Ça ne doit pas être la danseuse, excusez-moi du terme du dirigeant, et ça ne peut pas se faire non plus sans la direction. Merci vraiment, Michael Martine. Martin. On va rajouter un quatrième ? Oui, bien sûr. Moi, je dirais, n'ayez pas peur. Parce que parfois, la RSE, ça peut un peu effrayer, même le terme RSE ou le jargon qu'on entend autour de ça. Moi, je dis, n'ayez pas peur, ça ne mord pas. Ça paraît peut-être plus compliqué qu'il n'est en réalité au départ. Mais quand on a une approche, une bonne approche, on se rend compte que c'est rien de compliqué. C'est avant tout du bon sens. Et je sais que nous, chez Lucie, on a fait un gros travail pour vulgariser les sujets. La norme ISO 26000, qui est un peu rebutante, on a essayé d'en faire un référentiel pratique. Et donc, ça se passe très bien. Et on a des très bons retours, nous, sur le côté fédérateur des équipes, parce que les gens s'éclatent à mener une démarche quand c'est bien fait, que c'est bien encadré et qu'il y a du soin porté aux collaborateurs qui vont la mener. Je peux rajouter un cinquième ? Je savais bien qu'il ne fallait pas que je pose des questions. Je rebondis. C'est vrai que c'est du jargon. Et ce jargon, ça ne fait pas de bien à la démarche. Et on en fait tous. Hein, on est tous Monsieur Jourdain sur ce sujet-là. On en fait tous en partie. Souvent, quand on structure la démarche, on se rend compte qu'on a en revanche ce qu'on appelle des angles morts. Voilà, des angles morts. Et c'est en ça que la démarche est intéressante, mais on ne part pas de zéro. Personne ne partira de zéro, car toutes les entreprises sont, en tout cas pour la plupart d'entre elles, dans une démarche de RSE au moins partielle. Merci Martine, merci Michael. Donc un mot de la fin, osons, oser, aller vers la RSE, aller vers cet équilibre. Madame Bouillon, vous aviez une question peut-être ? Merci Antoine, des démarches ISO 9000, puis 14000, puis 21000, etc. Et donc, pour atteindre la labellisation qui était demandée aussi souvent par les clients des entreprises, bon, je pense notamment au secteur automobile qui a été très friand de toutes ces démarches. Est-ce qu'une entreprise qui a déjà, dans le passé, entamé ces démarches de certification, est-ce qu'elle est plus préparée finalement aux démarches RSE? Parce que j'entends parler de certification, j'entends parler évidemment de comportement et de prise de décision, d'implication de la direction. Les démarches qu'on faisait autrefois, démarches qualité, évidemment, il fallait qu'elles soient impulsées par la direction. Mais moi, j'ai un peu, dans mon passé professionnel, travaillé là-dessus. Au bout d'un certain temps, c'était devenu une usine à gaz ingérable et tout le monde perdait du temps avec ces démarches qui finalement n'aboutissaient pas à grand-chose. Donc,
Est-ce que je suis un petit peu le poil à gratter là? Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce risque-là avec la démarche RSE si elle n'est pas pilotée correctement? Il y a toujours des risques. Alors, les risques technocratiques particulièrement. Alors, je vais dire ce que nous avons fait. Donc, effectivement, comme vous l'aviez dit, nous étions certifiés depuis des années ISO 9001, ensuite ISO 14001, donc l'environnement, OSAS 18001, la santé au travail. Et je dois le dire, chez nous aussi, la technocratie avait pris le pas sur probablement l'authenticité de la démarche. Et en 2020, j'ai décidé d'arrêter les certifications. Non pas les démarches, pour revivifier les démarches en interne, arrêter les certifications. Donc ça, c'était vraiment un parti pris là de direction. Hein. Mais parallèlement, en disant, nous allons viser autre chose, la labellisation. La labellisation, elle est moins contraignante, elle est plus authentique. Ça, c'est vraiment, voilà mon témoignage. Effectivement, le risque existe avec toutes les certifications et nous, on a choisi de ne plus être certifiés. Maintenant, le fait que nous ayons été certifiés nous aide. Parce qu'il y a toute une connaissance dans l'organisation de ce qu'est une partie prenante, comment on organise nos processus, tout ça, ça nous aide. En fait, on a gardé que le cœur du réacteur et plus toute la partie administrative, technocratique autour. Il n'y a pas une petite dernière, hein? Non. Donc ce que je vous propose, merci Martine, merci Mickaël, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier. Je vous propose d'aller prendre un petit café et surtout très vite ensuite de revenir au second atelier avec une présentation de l'entreprise Europlastique et avec un animateur de choc, Antoine Joufflino. Voilà. Merci à toutes et à tous.